Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour parler sport d'hiver, Jeux Olympiques du côté de Milan, Cortina d'Ampezzo. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur le sprint dames du côté de ces Jeux Olympiques. C'est ce qui va nous occuper dans cette première partie de vidéo. Je vous ferai un petit peu le programme de demain également avec les deux poursuites. Et puis en deuxième partie de vidéo, on parlera des différentes épreuves de ces dernières 24 heures, ce qui s'est passé, ce qui a été surprenant, intriguant, intéressant du côté de ces dernières courses. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme, ou encore des vidéos biathlon, sport d'hiver. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo, ça c'est sûr, mobile, 3 fois gratuitement par semaine. Les compteurs sont remis à zéro. Demain soir, minuit, on commence tout de suite par ces Jeux Olympiques, l'épreuve sprint dames. Alors hier, on avait vu un sprint masculin de très très haut niveau, notamment parce qu'on retrouvait quasiment tous les meilleurs du monde dans le top 10. Il manquait que Campbell White qui était je crois 12 ou 13 et Jacomel qui était on va dire le seul des gros à s'être raté, mais tous les gros étaient aux avant-postes. Tous les meilleurs du monde étaient aux avant-postes, donc on se disait, là chez les filles, normalement qui tirent toujours un peu mieux que les garçons ces derniers temps, waouh, ça va être All-Star, quoi. Et puis, bah en fait non. Alors, les conditions semblaient pas horribles au niveau du tir, même s'il faut quand même voir qu'on voit quasiment pas les fanions, mais sur les petits plans, notamment quand ils filmaient les concurrentes monter la petite rampe là qui contourne le pas de tir, j'essayais de regarder les derniers fanions du debout, j'avais l'impression que c'était plutôt stable, mais encore une fois c'était une image un peu détournée. Par contre, au niveau de la neige, on était sur une neige qui était assez humide, il y avait beaucoup de brouillard, c'était une neige qui n'était pas forcément évidente. Je pense que ça a joué peut-être même sur les performances, peut-être dans le dernier tour, avec peut-être des skis qui se sont encrassés pour certaines concurrentes. Il y a eu aussi le physique, mais je pense que dans certaines nations, on a eu des skis qui se sont encrassés au fur et à mesure des tours, et ce qui a fait que certaines filles ont eu une fin de course extrêmement difficile. Je pense notamment à Lisa Vitozzi, parce qu'il y a quand même des écarts de performance qui sont énormes sur les boucles. Je veux bien qu'il y ait un peu de gestion de l'effort, mais il y en a une ou deux qui se plantent sur la gestion de l'effort. Ok, d'accord, ce qui est arrivé peut-être un petit peu à Emilien Jacquelin, par exemple hier sur le sprint homme, que t'en aies 5, 6, 7, 8 qui se retrouvent un peu dans la même situation, à avoir des derniers tours compliqués. Là, c'est plus de la gestion de l'effort, c'est peut-être plutôt une question de matériel du côté de cette épreuve. On regarde tout de suite qui s'est imposé, qui a été performante, qui a été aux avant-postes. Hop! Kierkegaard 2 vainqueur aujourd'hui. Je crois que moi j'ai bien aimé déjà le podium entre Lou Jean Monod, Océane Michelon et Kierkegaard 2 parce qu'il y avait, contrairement à ce que nous a fait Sturla Lagrid depuis plusieurs jours, là on sentait vraiment que Océane, Lou et Kierkegaard 2, les deux étaient contents d'être ensemble sur le podium. Il y avait une vraie joie de partager ça entre athlètes, même si on n'était pas de la même nation. Ça fait plaisir, parce que c'est pas trop ce qu'on a vu du côté de Sturla Lagrid. Il devrait peut-être en prendre de la graine, au lieu de faire comme Samuelson, à faire des déclarations un petit peu à la Mormolneux dans tous les sens. Mais du côté de Kierkegaard 2, on est content. Moi, je suis content parce que elle a subi quand même le truc le plus compliqué au monde. Se retrouver à moins de 23 ans à devoir gérer un dernier relais pour potentiellement une médaille sur un dernier tir, c'est quand même l'un des trucs les plus compliqués. Et à son âge, c'était quand même pas simple du tout. Et elle s'est retrouvée avec tout ce poids de la Norvège, de la pression norvégienne sur les épaules. Et là, je me suis dit, ouais, elle rate ce tir, c'est compliqué. Derrière l'individuel, je crois qu'elle fait 15 sur 20 sur l'individuel, très compliqué du côté de Kierkegaard 2, elle finit assez loin au-delà de la 30e place. Et là, je me dis, après l'individuel, est-ce qu'elle va réussir à rebondir? J'avais vraiment peur de ça, c'est-à-dire t'échoues,
sur une course. Et après, derrière, t'arrives pas à rebondir. C'est un peu l'inquiétude que j'ai aussi avec Camille Bennet, par exemple. Après le fait qu'elle soit sortie du podium sur l'individuel. Et là, du côté de Kirkaide, oui, ça a été compliqué à gérer. Je me disais sur le sprint, comment elle va réussir à rebondir. Ça, c'était quand même la grosse interrogation. Ça a bien marché. Ça a bien marché aujourd'hui. Alors, je pense qu'aussi, elle s'est mise dans une configuration d'outsider. Regarde, comme son premier tour où elle est pas aux avant-postes. Je crois qu'elle s'est mise dans une configuration pour pas avoir la pression sur les épaules. Elle sort de sa tanière sur le dernier tir debout, en gros. Mais pas sur le coucher. Sur le coucher, moi je la vois sortir à 10 secondes. Je me dis 10 secondes. Je me dis c'est loin déjà 10 secondes. Quand je la vois sortir, on me dit il va pas falloir se rater déjà sur le debout, mais je me dis bon, même en faisant 10 sur 10, si elle accélère pas le rythme, en gros, ça va être compliqué. Et je pense qu'elle a eu besoin de ce tir couché pour se mettre dans le rythme de la course, pour se cacher un petit peu de ses adversaires. Et après, elle a porté les stockades. Elle a porté les stockades sur ce deuxième tour, où elle fait quasiment le meilleur temps par rapport à Lou Jean Monod, mais surtout sur la dernière boucle. C'est là où elle fait la différence. Elle a explosé les Françaises sur la dernière boucle. C'est sur la dernière boucle. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi des questions peut-être d'encrassement de ski qu'il faudra prendre en compte parce que les Françaises ont eu un dernier tour qui est compliqué. Alors, je veux bien Océane Michelon, gestion de la nourriture, elle disait, bon, elle a eu du mal à s'alimenter. Par contre, que ça soit Océane Michelon, Lou Jean Monod, il y a eu quand même plusieurs filles comme ça qui ont eu des derniers tours compliqués, et d'autres, par exemple la Bulgarie, qui ont fait des derniers tours canons. Donc je pense qu'il y a vraiment eu cette question-là de Fart qui a peut-être bien tenu en début de course, mais qui ensuite s'est un peu dégradé dans la dernière boucle. Mais Kirkaide, bravo. Alors oui, c'est sûr que je pense que par rapport à Océane, le fait d'avoir 8 dossards d'écart, ça a aidé. C'est vrai que les Norvégiens sont plutôt avantagés. Alors avantagés, je rappelle, c'est un tirage au sort. Quand vous faites partie des meilleurs de la Coupe du Monde, vous avez le droit à ce qu'on appelle le groupe rouge. Vous avez les 30 premiers, le groupe rouge, et ensuite les derniers du classement qui partent après la 65e, 66e place. Les Norvégiens, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ont cette chance. Voilà, mais ce qui est de la chance, hein, c'est pas du tout une polémique, hein, ce que je dis. Ils ont de la chance sur ces premières courses et que souvent ils partent avec des dossards plus gros que les Français. Donc ça leur permet d'avoir des temps de passage, des points de repère. Malgré tout, il faut être toujours dans le jeu pour que ça serve. Si Kirkaide rate 2 balles sur le coucher, elle a beau avoir les temps de repère d'Océane Michelon ou de Lou Jean Monod, ça lui sert à rien. Faut quand même réussir à faire sa course. Mais dans une dernière boucle, quand t'es à la bagarre, que tu vois que tu récupères du temps, qu'on te dit que tu récupères du temps par rapport à la personne qui est devant toi, forcément, voilà, il faut mieux être chasseur que chassé, on le dit toujours. Bah, ça a été l'avantage de Kirkaide sur cette dernière boucle. Malgré tout, la course, elle est réussie. Elle a fait une très très belle journée. Et puis, bah, ça va faire du bien quand même à la Norvège parce que c'était pas bien embarqué quand même d'avoir un titre sur ces Jeux Olympiques du côté de la Norvège. On se disait, bon, il va falloir, alors je dirais pas avoir un peu de chance, mais on savait qu'il y avait en gros que Kirkaide qui pouvait se mêler à la lutte. Et il fallait vraiment que Kirkaide fasse du bon travail. Bah bravo, bravo parce qu'elle a fait les choses vraiment correctement. Elle a pas été très rapide au final sur son tir, mais je pense qu'elle était très confiante dans ses possibilités sur les skis. Peut-être qu'elle avait eu des bons points de repère les derniers jours à l'entraînement. Et ça a été bon, voilà, pour Kirkaide. Donc bravo, 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 bravo pour la Norvégienne et pour ce titre. Deuxième, Océane Michelon. Bah déjà Camille, ça avait été grand. Ça passe encore une fois à 1 balle. Là, je me suis dit, Océane Michelon, au debout. Quand elle arrive au debout, je me dis, j'espère que ça va pas refaire la même chose. Premier tir, ça passe. Deuxième tir, ça passe. Je me dis, oh, les deux dernières. Les deux dernières, les deux dernières. J'espère qu'elle va pas commencer à cogiter. Et là, je vois la quatrième. Je vois qu'elle a réussi la cinquième. Alors là, je me suis excité derrière l'écran de télévision.
Voilà, derrière l'écran, là j'ai gueulé. Je peux vous dire parce que ouais, faire le 10 sur 10, première course des Jeux Olympiques de sa carrière, waouh! Voilà, faut y arriver quand même. Alors je sais bien qu'elle a l'expérience déjà des championnats du monde. Je sais que à Antols, on a plutôt l'impression d'être sur un gros championnat du monde, véritablement que des Jeux Olympiques en termes d'ambiance, mais faut réussir à mettre les balles au fond. Faut réussir à péter les cibles. Et là, elle le fait super bien. Et en plus, son temps de tir est correct, hein. Le coucher est un petit peu lent, mais sur le debout, c'est tout à fait correct, hein, 26 secondes 5. Alors oui, c'est 10 secondes de plus qu'Emilien Jacquelin, mais pour un temps de tir, c'est vraiment correct, hein, ce qu'a fait Océane Michelon. Dommage, ouais, cette dernière boucle, elle perd 13 secondes, mais elle l'a dit, elle avait un peu de la pression, ça faisait depuis quand même quelques jours qu'elle était sur le site de compétition, qu'elle voilà, elle voulait courir, elle savait qu'elle allait faire ces courses-là, elle a vu Camille pas passer loin, elle a vu voilà ses équipières pas passer loin, récupérer des médailles. Et il y a un moment, voilà, au bout d'une semaine au village olympique, t'as envie hein, d'aller courir, t'as envie de faire ta compétition. Et elle l'a dit, voilà, elle avait beaucoup de pression quand même sur les épaules, parce qu'elle voulait bien faire, je pense, pour montrer quand même à tout le monde et au staff qu'on avait bien fait de la choisir sur ce sprint et sa poursuite par rapport à Camille Benet, parce qu'imaginons, Océane Michelon fait 3 erreurs aujourd'hui, on aurait critiqué peut-être ce choix du staff, certains auraient critiqué ce choix du staff. Moi, j'étais plutôt en accord avec le fait d'avoir Camille sur une épreuve et Océane sur les deux autres. Mais certains auraient peut-être critiqué, et je pense qu'elle voilà, elle avait de la pression sur les épaules. Je pense pas en plus que ça soit la fille la plus détente au monde, Océane Michelon. C'est-à-dire, je pense que c'est, oh, j'ai rien de stressé de la vie, mais tu vois, quand tu la vois, parfois tu te dis, c'est quand même la fille qui parfois se met un peu de pression sur les épaules. Et là, elle l'a dit, elle a pas réussi à s'alimenter les quelques heures, donc elle s'est très mal alimentée et ça joue sur son dernier tour où elle dit elle finit le dernier kilomètre elle perd énormément de temps parce que même elle perd 4 secondes par rapport à Lou Jean Monod. Sur entre le dernier enfin dans le dernier kilomètre elle perd 4 secondes. Donc oui, elle a vraiment fini à l'arrache Océane Michelon. Mais bon, médaille d'argent. Médaille d'argent. Alors oui, à 3 secondes 8, mais bon. Médaille d'argent pour sa première course aux Jeux Olympiques. Bravo. Bravo, madame. Et puis, surtout, elle n'a pas eu une année facile, Océane Michelon. C'est-à-dire qu'on en avait parlé au mois de décembre, tout début janvier, où j'avais dit ouais, c'est dur, elle a du mal à enchaîner les performances. Il y avait vraiment des courses où elle était passée à côté. J'avais dit, on n'a pas la Océane Michelon qu'on avait connue l'an dernier, la Océane Michelon en plus qui était très euh, refermée. Voilà, elle était plus du tout souriante, alors qu'on l'avait connue très souriante l'année d'avant. Elle était très concentrée, ouais, presque impatiente, on va dire, de faire des grands résultats, d'avoir sa sélection, mais elle était voilà, très renfermée en fait cette année Océane Michelon. Moi je me disais est-ce que c'était pas l'affaire aussi avec Jeanne Richard qui avait cet impact-là, mais c'est vrai qu'elle était ces interviews où on se souvient, je sais plus, c'est au Grand Bornand où elle pleure, enfin voilà, on sent de la frustration quoi du côté d'Océane et le réussir à repartir parce que à partir du repolding Nové Mesto ça a été quand même beaucoup mieux du côté d'Océane Michelon. On a retrouvé un peu le sourire, un léger sourire, mais là ça faisait plaisir de la voir, voilà, je dirais pas rayonnante, mais presque quand même à l'arrivée du côté d'Océane Michelon. Donc ouais, ça fait plaisir parce que l'année, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des passages compliqués et réussir à se remettre dans le bain au bon moment. Ça c'est aussi chapeau quand même. Donc bravo à Océane Michelon et puis 3 secondes 8, la poursuite de demain. Si elle fait la même course au niveau du tir, solide, réfléchir, il ne faudra pas qu'elle s'emballe, mais elle peut faire de très belles choses. Lou Jean Monod, déjà 23 secondes. Les écarts sont énormes, hein. Il n'y en a que 6 qui sont sous la minute. Déjà les garçons, il n'y avait pas grand monde sous la minute, mais alors chez les filles c'est encore plus compliqué. Lou,
Bah, il y a une erreur en trop, hein, mais même avec l'erreur en moins, le titre, ça aurait été chaud. Ça aurait été très très chaud pour Lou Jean Monod. Pas aidé, bah oui, elle est Dossard 42, donc forcément, que ça soit Océane et Kierkegaard avaient un peu des repères sur ce qu'elle avait fait. Lou Jean Monod, et puis son tir, elle a fait quand même un tir, alors je dirais pas, c'est le coucher en fait. Le debout, il est pas hyper rapide, mais je dirais que c'est pas non plus la plus rapide des tireuses. Lou Jean Monod, c'est le coucher où on sent que, je dirais que c'est la bagarre derrière la carabine sur le coucher. C'est quand même une bagarre. Sur le debout, il y a peut-être un petit manque de présence quand elle met la balle à côté. Mais c'est vraiment le coucher qui, je trouve, est lent et on a l'impression que c'est vraiment une bagarre pour mettre les balles, pour aller les chercher. Donc c'est là où je pense qu'elle perd quand même pas mal de temps. On voit qu'elle finit à 6 secondes 3. Alors par rapport au Océane, c'est pareil. Ouais, par rapport à Kierkegaard, c'est même un peu plus rapide que Kierkegaard. Mais j'ai eu l'impression que voilà, c'était une vraie bagarre derrière la carabine du côté d'Océane Michelon sur ce coucher. Sur le debout, c'était mieux. Mais il y a cette erreur qui coûte cher au final. Mais bon, 23 secondes 7, même le titre, tour de pénalité, c'est dans ces eaux-là. Hein, donc ça aurait été compliqué d'aller chercher Kierkegaard. Mais pour la poursuite, elle aurait été tout de suite au contact. Todorova, bah bravo les Bulgares. Dernier tour en deuxième temps. Donc bravo aussi pour la préparation des skis. Hein. Je sais pas s'ils le confient à une autre équipe, les Bulgares, ou si c'est eux qui font le travail eux-mêmes, mais depuis le début de la semaine, ça travaille très très bien. Et puis au niveau du tir, bah, elle fait une erreur sur le coucher, mais elle fait une très bonne course. Je pense qu'elle a vraiment profité de son dossard, Todorova, parce qu'elle fait pas partie des meilleures de la Coupe du Monde, mais elle est partie dans le groupe rouge, donc avec les meilleurs de la Coupe du Monde. Et ça, je pense que ça l'a vraiment aidé pour avoir un bon rythme. Elle part dossard 55, donc il y a... voilà, elle part entre Vitozzi et Michelon. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça permet de prendre des repères en sachant qu'Océane Michelon, elle est partie avec Lampic et Lou Jean Monod. Donc Todorova s'est retrouvée aussi pas très loin dans ce groupe-là. Et forcément, ça l'a aidé, je pense, pour aller chercher la performance. Mais ça ne l'a pas sortie de sa course. C'est-à-dire qu'elle a fait un gros temps de ski, un cinquième temps de ski aujourd'hui, mais elle n'est pas sortie de sa course au niveau du rythme de tir. Et ça, c'est beau. Donc bravo Todorova. Et puis cinquième Vitozzi. Ouais, elle a explosé dans le dernier tour, Vitozzi. Hein. Vraiment, 25 secondes de perdu, comme Émilien Jacquelin. Et déjà, le deuxième tour était pas si foufou que ça. Ouais, elle perd 15 secondes sur le premier. Ah, elle a perdu du temps ouais, sur les trois boucles, mais c'est vrai qu'en fin de course, elle est vraiment dans la difficulté Vitozzi. On sent qu'elle n'arrive pas à appuyer sur les skis. C'est pas du tout la Vitozzi qu'on connaît en termes d'allure. Donc ça a été extrêmement compliqué pour elle sur la fin. C'est dommage parce que le tir, là, c'est compliqué de faire mieux en termes de temps de tir et en plus elle fait le 10 sur 10, mais ouais, sur les skis, elle s'est écroulée, Vitozzi. Minkinen, pareil. Mais plus habituel chez Minkinen quand même, les derniers tours compliqués, c'est pas la première fois qu'elle nous le fait cette année, elle a un peu le même problème que Campbell White sur sa gestion de course. Là, elle perd quand même 40 secondes sur la dernière boucle. Elle est 34e de ce dernier tour. Donc ça la place extrêmement loin. Au final, elle est quand même déjà à 50 secondes. Donc c'est quasiment 2 tours de pénalité hein, sur la poursuite par rapport à Océane et par rapport à Maren Kierkegaard. Ouais, et puis une gestion de course sur la fin qui est difficile parce que c'est vrai que quand je l'ai vu quitter le pas de tir au tir debout, je me suis dit ah mais c'est vrai Camille Kinen. Là on la voyait comme ça en petit écran parce que la réalisation est encore aux fraises. Hein. Pour revenir dessus, hein, chaque jour la réalisation est catastrophique sur ces Jeux Olympiques. Mais on la voit en petit écran. Là je me dis donnez-nous le temps intermédiaire à la sortie du pas de tir. Donnez-nous le pas parce que là je ne savais pas où elle était Minkinen. Et bon, au bout d'un intermédiaire, on la retrouve et on voit qu'elle est loin en termes de rythme.
Oui, elle a explosé. Elle a explosé. 1,05 quand même. Sur les skis aujourd'hui, seulement le 25e temps, c'est loin hein, pour Minkinen, qui est quand même souvent 10 places devant. Donc tu vois que 10 places devant, ça allait à 13-14 secondes au moins de retard. Donc ouais, non, c'était compliqué pour Minkinen aujourd'hui sur les skis. Dommage parce que le tir était très bon pour la Finlandaise. Preuss, j'ai jamais vraiment senti comme prétendante aujourd'hui. C'est ça qui est surprenant, Preuss. En fait, à un moment, on la voit en avant-course, et où il y a les 10 premiers dossards qui partent, on la voit un moment à ce moment-là. Elle est en train de s'échauffer, je sais pas, dès ce moment-là, je me suis dit, non, ça le fera pas aujourd'hui pour Preuss. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était pas hyper concentrée plus que ça, ou hyper... Elle avait pas l'œil du tueur, quoi, en gros, Preuss. Quand j'ai vu Océane partir, quand j'ai vu même Minkinen, tu vois, il y a des filles, quand tu les as vues partir, tu sens qu'il y a la motivation derrière. Viror, il y avait la motivation, bon, ça n'a pas suivi. Là, Preuss, j'ai pas eu cette impression-là d'œil du tigre. Voilà, du côté de Preuss. Elle fait un 19 sur 20, le temps de tir est très bon. 19 sur 20, c'est une erreur sur le debout, encore. C'est un peu son problème là ces derniers temps, le debout à Preuss. Mais ouais, j'ai pas senti l'œil du tigre. Elle s'en sort bien sur la dernière boucle, hein. Elle fait 6,59, donc moins de 7 minutes sur le dernier tour, ce qui est pas mal. 12e temps, mais ouais, j'ai pas eu cette impression d'œil du tigre. Camille Azouk, c'est pas la première fois qu'elle nous fait une belle perf, hein. Elle l'avait déjà fait en Coupe du Monde, je crois, hein, des top 10, la polonaise. Voilà, c'est une belle place, 8e. Après, bon, elle est déjà une 9, hein, parce que Preuss c'est déjà une minute. Une 9 hein, pour Zouk, seulement 8e dans le classement. Elle est 8e, c'est très bien, mais l'écart est déjà gros. Bah, elle a fait sa course, hein, pour moi, elle est à sa place. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle soit 10e temps de ski. Hein. Elle fait un bon temps de ski. Enfin, c'est surtout qu'il y a beaucoup de filles qui ont perdu beaucoup de temps, parce qu'à 49 secondes 9, elle est dans les mêmes temps que Preuss. C'est ça qui est surprenant, parce que normalement elle est plus lente hein, que Preuss Zouk, donc elle s'est plutôt bien préparée. Les Polonais qui font plutôt des beaux championnats, des plus beaux Jeux Olympiques hein, pour le moment, ça fait quand même partie des nations qui ont plutôt le sourire. Anna Dexer, bravo, parce que Dossard 79, hein, donc on partait très 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 loin. Anna Dexer, donc elle a fini avec très peu de filles hein, sur la piste et plutôt des filles qui avaient des gros numéros sur le dernier tour. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile quand tu veux te dépasser, quand tes points de repère sont pas forcément extrêmement rapides et parfois relâchent la pression, relâchent le rythme parce qu'en gros ils savent qu'ils n'iront pas sur la poursuite. Et Andexer, avec ce gros dossard, je crois même que garçon et fille, c'est la première fois qu'on a un dossard au-delà du 70 qui monte dans le top 10 hein, depuis le début de ces Jeux Olympiques. Mais ouais, très efficace. Puis un très bon dernier tour, hein, 16e. Elle a bien accéléré le rythme. Je pense qu'elle a su qu'elle était en bagarre à ce moment-là. Et qu'elle a su trouver les solutions. Tendrevold, j'ai vu du mieux chez Tendrevold. J'ai vu du mieux. Encore un très bon temps de ski. Elle avait déjà été quatrième de l'individuel. Encore quatrième aujourd'hui sur le temps de ski. Mais elle avait dit après l'individuel, son interview par contre était très bizarre après l'individuel. Elle avait dit en gros j'ai fait du ski de fond mais elle semblait pas plus paniquée que ça alors que sa course au niveau du tir était vraiment pas bonne. Et là ouais bah il y a du mieux. Alors c'est pas parfait hein, son tir il est encore lent, elle fait encore 2 erreurs mais elle rate le premier tir. Là je me suis dit ok ça va vendanger un peu à droite à gauche, ça va être 3 ou 4 erreurs, c'est mort. Et en fait elle arrive quand même à se ressaisir après cette première erreur. Je crois qu'elle rate la quatrième, mais elle arrive à mettre la cinquième en se bagarrant. Donc voilà, c'est mieux que d'habitude. Alors oui, c'est pas parfait, on est loin de la grande tendre vol d'il y a 2 ans, mais
c'est mieux. Et puis on la sentait. En plus, moi j'ai bien aimé. Voilà, très contente pour sa coéquipière. C'est peut-être pas des images qu'on aurait vues chez les garçons en Norvège. Donc là, ça faisait plaisir. Tu vois, Tendrevold a été super contente pour Kerkai 2. Donc, enfin, c'est une fille qui est vraiment charmante en plus, Tendrevold. Voilà, quand tu la vois en interview, tu la vois avec le sourire et elle traverse vraiment une période difficile au niveau du tir. Elle trouve pas la solution et peut-être que le fait que Kerkai 2 prenne de la lumière, ça va, c'est ce que disait Loïs Haber sur HBO, ça va peut-être énormément l'aider, ça maintenant pour essayer de pratiquer son sport de la meilleure des manières. Ristova, du côté de la Bulgare, bah c'est loin d'être évident d'enchaîner deux performances d'affilée, hein. On le voit avec Julia Simon par exemple, qui avait gagné l'individuel et qui a eu beaucoup de mal aujourd'hui. Donc pour une fille qui est plus jeune et n'avait pas l'habitude des podiums olympiques et mondiaux, moi je m'attendais quand je l'ai vu arriver sur le pas de tir, sur le premier tir couché, je me suis dit ouh ça va être compliqué aujourd'hui parce que physiquement il va peut-être en manquer. Au final ça fait quand même 11e, elle bat quand même Vanessa Voigt par exemple, donc c'est plutôt intéressant. Voigt, moins bien sur les skis hein, que sur l'individuel. 37e quand même, elle perd 1 minute 20. J'avais un peu peur sur son tir, mais son tir couché était très rapide, parce que Voigt, c'est vraiment une fille qui est très lente normalement au niveau du tir. Donc j'étais confiant après son tir couché, sauf que sans faire d'erreur sur le debout, elle était trop lente sur les skis aujourd'hui. Alors ça a quand même fait un temps de référence. Non, même pas parce que Ristrova était devant. Ça a même pas fait un temps de référence, c'est vrai. Malgré un 10 sur 10 et malgré une course qui était pas mauvaise parce que trop d'erreurs. Léa Meyer, c'est peut-être l'une des rares Suissesses qui en ce moment s'en tire plutôt pas mal. Non, ça fait du bien, voilà, pour la Suisse parce que Elki Gross est passé limite pour la poursuite. Donc non, ça fait du bien pour cette concurrente. Et puis Knoten, ouais, 30e sur le temps de ski, donc c'était pas une anomalie, hein, l'individuel, c'est son état de forme en ce moment. Ça a posé quand même des interrogations sur le relais dames, du côté de la Norvège, sur comment placer quelle fille à quel endroit. Parce qu'avec des états de forme qui sont quand même différents, donc ça va poser des interrogations quand même. Mais ouais, Knoten, 30e. Donc pas simple pour un Norvégienne. Et Baidika, c'était pas une erreur hein, non plus l'individuel. Hein. 6e aussi sur le sprint, donc elle est en forme. Bon, par contre, elle met pas les balles au fond. C'est dommage, parce qu'avec ce temps-là, ça aurait pu faire vraiment une très très belle course. Vous voyez quand même que Bendika est déjà à 1,22. Hein. Donc pour la poursuite, ça met loin. On redescend un petit peu dans le classement. Voilà, danoise. Buneman qui prend quand même la 16e place. Buneman, elle n'est pas du Groenland, hein, contrairement à Sletemark. C'est, on va dire, une danoise continentale. Toute l'année, elle représente le Danemark. Mais on l'avait vu en IBU Cup sans forcément avoir des grands résultats. Moi, je l'avais vu cette année, je crois, au championnat d'Europe. Elle avait fini assez loin. Donc là, voilà, elle a sorti vraiment la très très bonne course. Anna Heuberg, ça marche pas sur les skis pour les Suédois. Voilà. Parce que le tir couché, il est parfait. Bon, le debout a fait 2 erreurs. Mais on voit qu'à 2 erreurs, finir à 1,27, c'est que sur les jambes, ça passe pas. 1,27, c'est énorme. 2 erreurs, c'est 50 secondes en gros. Si on fait des tours de pénalité en 25 secondes. Donc ça veut dire que 50 secondes, il y a encore, voilà, il y a encore 37 secondes qui sont pas dues au tour de pénalité. Alors je veux bien que les tours de pénalité, ça te rajoute un petit peu de métrage de course, ok. Mais il y a 20 secondes, ils doivent pas être là, quoi, au niveau du classement. Donc c'est le temps de ski, et quand on regarde le temps de ski, seulement 30e. Alors la dernière boucle a été un calvaire, hein, même pour Anna Heuberg. Elle vira encore plus loin. Donc non, pour les Suédois, ça passe pas. On a raté la préparation, je pense, terminale. Hein. Pour les Suédois, la préparation terminale a été ratée. Vobornikova 19 sur 20. Voilà. Mais c'est pas 19 sur 20, pardon, 9 sur 10. Pour Vobornikova, avec quand même un dernier tour plus rapide que les deux premiers. Et puis Tannheimer, qui, dommage, se met hors jeu d'entrée.
mais elle s'est bien remise dans le rythme quand même sur le debout. Donc dommage, dommage. Et à partir de Tannheimer, là, des filles à 1,32, elles s'empilent. Vous voyez, Tannheimer, donc elle est à 1,32,3. Donc déjà, Vobornikova et Anna Heuberg, c'est 1,27 et 1,29. Et ouais, en 10 secondes, on a au moins 10 ou 12 filles qui vont se retrouver vraiment en gros peloton pour la poursuite. Parce qu'on a donc Krepinch, malgré un 10 sur 10, le temps de ski était vraiment pas bon. Elle aussi, elle a explosé sur le dernier tour, hein, quasiment une minute de perdu. Gesblom, qui était bien partie après le coucher, elle était vraiment dans le bon paquet, elle était au niveau de Kierkegaard 2, mais en gros qui s'est écroulé, enfin qui a fait deux tours sur le debout, et on voit quand même qu'elle est 9e temps de ski. Carrara, 8e temps de ski, la meilleure des Italiennes au niveau du temps de ski, mais 2 erreurs sur le debout. Mais toutes ces filles-là vont se retrouver ensemble avec Zima, également l'Ukrainienne, qui a fait un sans faute, mais un peu lente sur les skis, qui est en 1,34,6 et même en 1,36,7 pour Clemency chez Maya Klotens. Maya Klotens qui a fait 20 sur 20 aujourd'hui, 10 sur 10 pardon. Aujourd'hui, par contre, le temps de ski des Belges, c'est vraiment très loin, et les Belges, je rappelle que normalement, ils ont les skis des Français. Donc là, c'est vraiment sur les jambes que ça passe pas en ce moment, les Belges. On avait vu déjà Thierry Langer, pas sur la poursuite, hein, Thierry Langer. Chez les garçons, Elvira Heuberg, bah, encore une fois, hein, la course est pas catastrophique, hein. Normalement, elle doit être à la minute, minute 10, grand maximum. Elle doit être 10-15 places devant, Elvira Heuberg. Le temps de ski, 19e. On parle quand même de Elvira Heuberg. Alors, depuis le début de saison, Elvira Heuberg, quand même, sur les temps de ski, c'est pas la Elvira Heuberg d'il y a 2 ans, de l'an dernier. Elle est beaucoup plus loin en termes de temps de ski. On la voyait, hein, je crois que son mieux, c'est 5 ou 6 en Coupe du Monde cette année. Ce qui n'est pas exceptionnel pour Elvira Heuberg. Mais bon, 5 ou 6, là, c'est 19. Donc, en sachant qu'il y a des Françaises qui ne sont pas là. Par exemple, s'il y avait eu 6 Françaises au départ, elles seraient peut-être 22 ou 24. Et oui, donc c'est énorme le temps qu'elle a perdu sur les skis, Elvira Heuberg. Jacquella Bazerga, 29, et puis Lisa Teresa Hauser, 2 erreurs et un 30e temps à 1,50. Il y a des poursuites où c'était le 60e qui était à 1,50. Hein. Donc c'est énorme, hein, les écarts quand même sur cette course. Anna Gandler, malgré un 9 sur 10, hein, je la voyais mieux que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces temps de ski, c'était pas bon. Et puis le debout, ça a été quand même une bagarre. Un 86e du tir debout. Donc dommage pour elle. Johansson, là aussi, elle rate le debout. Johansson, qui a peu d'expérience en Coupe du Monde. Hein. Donc c'est vrai qu'elle se retrouve aux Jeux Olympiques en ayant très peu d'expérience en Coupe du Monde. Le temps sur les skis, 29e. Oui, c'est régulier sur les 3 tours. Bon, Julia Simon, moi je pense qu'elle n'a pas récupéré de l'individuel, hein, tout simplement. Physiquement, voilà. L'année a été dure. Enfin, ça fait quand même depuis quelques temps que c'est un peu compliqué, mais autant au championnat du monde, elle avait réussi à enchaîner. Autant là, je pense que voilà, le titre olympique, c'était quand même un peu un objectif quand même de vie, je pense, du côté de Julia Simon. Et c'est vrai que je pense qu'elle a voulu célébrer. Et bon, bah forcément, elle a dit, hein, là, mes 2 jambes, c'était des poteaux. Je pense que voilà, la récup n'a pas été parfaite pour Julia Simon. On verra comment ça se passe demain, hein, si elle arrive à faire une remontée, mais bon, 1,55, il n'y aura pas de miracle. Hein. Il y a une minute en trop. Si elle avait fini à 1,10, ok, on pouvait dire elle peut faire une énorme remontée, comme elle l'avait fait des fois au championnat du monde, où elle avait gagné 10 ou 15 places. Là, il faut en gagner 34, hein, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de miracle. Magnussen, on n'a pas vu sa course à Magnussen, hein, quand même dommageable pour la Suédoise, parce que ça fait quand même partie des grands noms du peloton. Donc 12e temps de ski pour Magnussen, elle est partie fort, mais elle n'a pas tenu la cadence, on voit 4e du premier tour, et puis ensuite elle s'est un peu écroulée au fur et à mesure des boucles. Et puis 3 fautes hein, quand même pour Magnussen, 7 sur 10 seulement. Je crois que c'est quand même la première concurrente à 7 sur 10. Mais ouais, il en manquait. Elle finit quand même devant Elvira Heuberg en temps de ski, hein, avec une 12e place. C'est pour dire quand même que du côté d'Elvira, il y a un vrai problème, parce que normalement Anna Magnussen, c'est derrière. On
redescend un petit peu, l'Otelli, qui se qualifie également avec un 9 sur 10, 53e temps de ski, 53e temps de tir. Bon, elle se qualifie, mais elle n'avait pas vraiment le sourire à l'arrivée, hein, l'Otelli. Batowska, Fialkova, Sidorowicz, Merkushina, donc qui est passé. Vireur, oh, ça a été dur, Vireur. Elle s'est écroulée. Le dernier tour est une catastrophe pour Vireur, 49e. Elle n'a pas réussi à encaisser les jours de course, j'ai l'impression. C'est vrai que c'était déjà sa troisième course, hein, son troisième rendez-vous. Elle est plus si jeune, hein, Vireur, elle va prendre sa retraite à la fin des Jeux. Mais là, elle est complètement passée à côté, 2 erreurs d'entrée. Et ouais, je crois qu'après, dans le dernier tour, ça a un peu lâché dans la tête. Peut-être aussi qu'elle a relâché, hein. Parce que quand on voit l'écart quand même de performance, 25 secondes d'écart, elle a peut-être relâché sur la dernière boucle d'Oretta Vira en se disant, bah, de toute manière, je peux rien jouer après pour la poursuite, donc autant pas me fatiguer. Peut-être même qu'elle sera forfait pour la poursuite demain, parce qu'en se disant que bon, la médaille, il n'y a pas grand-chose à aller chercher pour se concentrer sur le relais, où les Italiennes vont vouloir aller chercher une médaille. Sharbatova, bah, le debout. Voilà, mais un temps de ski qui n'est pas au niveau de ce que fait d'habitude Sharbatova, hein. 42e seulement, c'est quand même très très loin du côté de la Tchèque. On poursuit, on descend le classement avec Trobaité qui est passé. Grossian, c'est passé juste, hein, avec un 7 sur 10, 34e temps de ski. Il manque des jours de course, hein, pour Grossian. Elle a été malade un peu au mauvais moment. Et elle a moins bien remis le couvert que Preuss, donc plus compliqué pour l'Allemande. Et puis Aïta Gasparin s'est passé juste là aussi, avec pourtant un 9 sur 10, mais un temps de ski pas suffisant pour la Suissesse. On a quand même Pfeiffer qui est passé, la Canadienne. Ça, c'est pas forcément la meilleure. On le voit en plus avec un temps de tir qui est très lent. Mais c'est passé, voilà, avec un 9 sur 10. Elle n'a pas fait d'erreur devant Tomingas, l'Estonienne. Un temps de ski pas bon, hein, pour Tomingas depuis le début de la semaine, mais j'ai envie de dire depuis le début de saison, ça ne suffit pas. Avakumova, qui est toujours là, ancienne russe devenue coréenne pour les Jeux de Pyeongchang, qui continue, mais avec un temps de ski assez loin devant Tolmacheva. Et donc Lena Eikigros, dernière qualifiée malgré un 6e temps de tir. Le problème, c'est qu'il y a eu 4 erreurs, 3 sur le coucher, 1 sur le debout, 32e temps de ski. C'était quand même mieux que d'habitude sur les skis pour Eikigros, mieux que sur le reste de la saison et depuis le début de ces Jeux Olympiques, mais trop d'erreurs au tir. Alors, les non qualifiés, il y a quand même un grand nom, hein. Enfin, il y a plusieurs grands noms, mais bon. Justine Brezas-Boucher, c'est pas passé. Alors très clairement, dans le dernier tour, elle n'a pas forcé son talent, hein, vous voyez, 21e temps de ski. Elle est deuxième du premier tour, et puis elle fait 2 erreurs d'entrée, et ensuite la tête a lâché. Complet, parce que déjà le deuxième tour, elle est 27e, donc ça veut dire qu'elle est plus du tout dedans, elle est plus du tout dans sa course. Le deuxième tir est très lent pour du debout, même si c'est Justine, c'est très très lent, 32 secondes, en plus il y a encore 2 erreurs, dernière boucle, 46 secondes de perdu. Le problème, c'est qu'elle ne fera pas la poursuite demain, en n'étant pas qualifiée, en étant 62e. Le problème, c'est qu'en ne faisant pas la poursuite, on ne sait pas si elle aurait pu faire une remontée, par exemple, sur la poursuite. Par exemple, si elle finit au 40e du sprint, mais qu'elle fait un 19 sur 20 sur la poursuite en reprenant 20 places. Ok, elle finit peut-être que 15e de la poursuite, mais on se dit, elle est prête pour le relais. Là, pour le moment, on part quand même avec une grosse incertitude. Certains vont bien entendu dire dans les commentaires, il faut Camille Benet. C'est vrai qu'en fait, c'est la question entre fiabilité au tir pour le moment du côté de Camille et Justine Brezas qui met pas un pied devant l'autre au niveau du tir depuis quelques courses là sur ces Jeux Olympiques. Il y a quand même une question à se poser. Si on met Camille Benet, on la met en 1. C'est-à-dire qu'on met Océane en 2, potentiellement. Est-ce qu'elle met Julia en 2 ? Quand même un risque. Donc Julia, Lou, c'est-à-dire Océane, Lou, on termine par Julia.
En sachant que Julia, aujourd'hui, c'était pas ça au niveau du temps de ski. En se posant également une question qu'un relais, c'est quand même une course difficile, mentalement. Il y a quand même beaucoup de pression sur les épaules. On part donc avec deux filles qui n'ont pas beaucoup d'expérience quand même dans l'exercice, rien qu'en Coupe du Monde, Océane Michelon, elle a une saison, on va dire, et demie dans les pattes de relais. Camille Benet, elle n'a pas même cette saison dans les pattes. Donc c'est quand même une prise de risque de prendre des filles qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire cette course-là. Et puis, est-ce qu'on est sûr que Camille Benet s'est remis de l'individuel, mentalement, et de cet échec de l'individuel? Ça pose quand même des interrogations. Justine, elle avait, je crois qu'il y a une fois où en début de saison, je crois qu'elle avait à Östersund, elle avait mis des balles à côté sur le relais. Donc certains disaient qu'elle n'a jamais planté le relais. Je crois qu'en début de saison à Östersund, on se prend un tour de pénalité avec Justine. Donc c'est pas si sûr que ça. Après c'est vrai que normalement sur les relais, elle s'en sort mieux que sur les courses individuelles ces dernières années, depuis qu'elle a ces gros problèmes au tir. Le problème c'est que là, elle va certainement encore se manger une vague de haine avec peut-être des mecs qui avaient parié sur elle et qui vont dire elle m'a fait perdre 25 boules ou 30 boules. Donc ça va être voir comment elle va gérer ça et puis comment elle gère l'échec depuis plusieurs jours. Le fait de pas faire la poursuite, c'était quand même pas prévu dans les plans, je pense. Donc ça va être le grand questionnement pour le relais. Est-ce qu'on prend une Camille Benet, mais qui potentiellement, est-ce qu'elle s'est remis mentalement de l'échec, de l'individuel, où elle passe tellement proche de la médaille, et en même temps Justine Brezas qui pour le moment met pas un pied devant l'autre. Mais qui va vite sur les skis. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que Julia Simon aujourd'hui a été très lente sur les skis. Donc est-ce que elle arrivera à se remettre dedans pour le relais? Donc il y a beaucoup d'interrogations pour savoir ce qu'on va faire sur ce relais féminin. Moi je pense qu'on va garder Justine, je pense. Parce que elle a de l'expérience et pour moi on peut pas partir avec avec autant de néophytes sur un relais, autant de néophytes sur un relais olympique. Donc moi je partirai avec Justine Brezaz. Mais la question c'est de savoir comment on va organiser ça, comment on va tout mettre en place. Donc je pense qu'on va attendre la poursuite. Si Océane fait une énorme poursuite, je pense qu'on mettra Justine en première moitié de relais. Voire on mettra Julia en 1, Justine en 2, Océane en 3, Lou en 4. Ça peut être une solution. Mais il va y avoir des vraies interrogations, je pense, des vrais questionnements du côté du staff. C'est pas le seul grand nom qui est tombé, Justine Brezaz, et qui n'ira pas sur la poursuite. On a également, alors Margie Fred quand même, l'américaine qui s'en sortait bien ces derniers temps, mais les Américains en termes de ski, ça ne fonctionne pas sur ces jeux. Du côté du biathlon, non, on a quand même Lena Mo, qui malgré elle, un 16e temps de ski n'est pas passé parce que seulement 5 sur 10, elle qui avait fini 3e de l'individuel d'Östersund, mais qui a eu du mal à repartir, étant malade déjà hors Orfilza, donc elle a eu du mal à remettre la machine en route. F. Bouvard, bon c'est pas un grand nom, mais qui est pas passé la Belge, devant Anna Youp, mais Lampic, pas qualifié. 4 sur 10 Lampic. J'avais dit sur l'individuel, est-ce que c'était pas 4 ans de perdu? Je crois cette course-là, on peut confirmer qu'elle a perdu 4 ans. C'est ça qui est triste avec Lampic, c'est qu'elle n'a pas compris comment marchait le biathlon. 4 ans après, sur peut-être la seule épreuve où elle pouvait faire quelque chose, elle est même pas dans les 60. Donc c'est un peu triste pour une fille qui était très rapide sur le sprint, parce qu'elle remportait des médailles en sprint au championnat du monde, notamment en pitch. Donc oui, c'est terrible, parce que tu te dis, est-ce qu'elle aurait pas
dû rester dans le ski de fond, ou même aller dans le combiné nordique, parce qu'en Slovénie, le saut à ski, on maîtrise, plutôt que d'aller... Alors après, au combiné nordique, le problème, c'est que les filles, il n'y a pas les Jeux Olympiques. Donc ça a peut-être été aussi un choix pour l'Ampitch d'aller sur une discipline olympique, mais oui, en termes de performance, ça c'est quand même... 4 ans après, on se dit qu'on est toujours au même niveau, quoi. On est toujours au même point avec l'Ampitch. Davidova aussi n'est pas passée la Tchèque. L'ancienne, parce que 41, je crois, Davidova, mais seulement 69e temps de ski. Là, c'est quand même extrêmement loin pour Marketa Davidova, devant Johanna Teilherm, qui n'est pas passée non plus. Sletmark, aussi la danoise, qui finit même très très loin avec un 7 sur 10. Ou Shona Penry, qui finit dans les dernières sur cette épreuve. Demain, les deux poursuites qui auront lieu. La poursuite homme, ça sera tôt, ça sera 11h15. Et la poursuite dame, elle aura lieu à 14h45. Entre les deux, il y aura la remise de la 6e médaille d'or pour Martin Fourcade. Donc ça sera une journée voilà, qui sera, je pense, riche en émotions pour Martin Fourcade, qui récupérera donc cette médaille d'or de Vancouver. Je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire. Et ensuite, on enchaînera avec les relais. Les relais, ça sera le 17 et le 18. Donc, ça sera mardi et mercredi, à chaque fois à 14h30 et 14h45. Et puis, les deux Mastart, ça sera vendredi et samedi. La Mastart féminine, je la débrieferai, je pense que le dimanche, parce que le samedi... je pense pas pouvoir la débriefer tout de suite. Donc ça sera peut-être le dimanche, parce que à partir de... Voilà, en fin de semaine, je serai plus chez moi. Donc ouais, ça va peut-être être un peu compliqué pour débriefer la Mastart. J'aurai le même problème avec lui Tour. Mais ouais, normalement, ça devrait pas le faire. Voilà. Mais pour la Mastart masculine, ça le fera. Donc on sera en fin de programme olympique à ce moment-là. On passe aux résultats des autres épreuves de ces Jeux Olympiques. On commence par le 10 000 mètres du côté du patinage de vitesse. Alors victoire d'un Tchèque, Milek, qui s'est imposé devant Semirouni et Bergsma. On notera quand même que les Pays-Bas n'en mettent qu'un sur le podium et qu'on est quand même moins réussite que sur les derniers Jeux Olympiques. Timothy Lubino, ça passe pas pour 3 secondes, c'est pas grand chose, vraiment, pour le français sur 10 000, mais qui a fait quand même du bon job. On notera aussi que ce sont pas les plus grosses... si c'était 6. Oui, il y en a quand même un qui était sur la paire numéro 3, donc en début de course. Faut savoir que normalement, plus on va haut dans les paires, plus on est rapide, plus c'est des concurrents rapides, parce qu'on prend les temps d'engagement pour faire les paires. Donc pas mal, voilà, du côté de Semironi, le Polonais. Timothée Lubino, donc 4e, qui était dans la paire numéro 6. Et puis Bart Swing, 10e, mais lui on sait que Bart Swing, c'est surtout sa spécialité, la Mastart, qui arrivera en deuxième semaine de ces Jeux Olympiques. Toujours impressionnant la Mastart dans cette épreuve de patinage de vitesse. Donc encore une fois une place d'honneur, et on peut quand même se dire qu'il est déçu et qu'on est déçu de cette place-là, alors que je rappelle que ces dernières années on aurait fait une holla pour une 4e et une 5e place aux Jeux Olympiques. On avait également du hockey sur glace avec la France battue par la République tchèque, mais je rappelle que chez les garçons, tout le monde sera qualifié pour les phases finales. C'est un petit peu particulier comme format. On a des phases de poule, mais qui ne servent pas à grand chose au final, à part se préparer pour le reste de la compétition. C'est quand même pas très rassurant pour la suite. Du côté du patinage artistique, alors là, ça a été quand même la grosse surprise de la soirée. Le patinage nous réserve toujours des grandes surprises, des grands rebondissements. On est donc en fin on est dans le dernier groupe. On va remonter un petit peu. On arrive donc à la période d'échauffement, parce qu'il faut savoir que tous les 6 concurrents, en fait, on fait passer les concurrents par groupe de 6. Il y a une période d'échauffement, parce que la soirée a commencé avant 20h et se termine à 22h50.
Donc voilà, on peut pas, on a besoin de pratiquer un peu sur la glace, donc il y a un temps d'échauffement. Sur le temps d'échauffement, déjà, je trouve que l'américain est extrêmement tendu à ce moment-là, et le français aussi. Je me dis que le français ça va pas le faire, parce que vraiment ça passe pas. Et je me dis l'américain, dis donc, je le trouve tendu. Après, c'est vrai que les tribunes l'acclamaient complètement. On avait l'impression que la patinoire était 100% américaine. Il y avait même Simone Biles qui était dans les tribunes. Enfin, c'était assez improbable. Et là arrivent les premiers concurrents. Donc on a le sixième qui fait son programme, le sixième du programme court qui fait son programme. Bon, c'est intéressant, voilà, c'est plutôt pas mal. Et vient le Kazakh, vice-champion du monde. Le Kazakh, à ce moment-là, qui a fait un programme court. Il est dans le deuxième peloton. Voilà, hein, on a les trois premiers qui avaient fait plus de 100 points. Adam Xiao Imfa, Kagiyama et Mailin, l'américain qui avait fini à 108 après le programme court. Et Sheidorov, il avait fait 92-94. Donc c'était lui qui avait 10 points de retard par rapport à un autre français. Début du programme pas mal, mais il y a un quadruple qui se transforme en triple. À ce moment-là, tu te dis, ça, c'est pas une énorme erreur, mais ça fait forcément une déduction de points. Sauf que il va faire une impro dans son programme, vous pouvez faire ça, hein. Il va transformer un triple en quadruple. Et là, ça change tout. Ça change tout parce qu'il met la pression sur ses adversaires. Il fait un score énorme sur le programme libre. Il gagne même le programme libre. Il fait 198-64. Il met la pression sur ses adversaires. Il passe 4. Il passe 5 à ce moment-là. L'Italien passe Gressel. Bon, l'Italien, il a eu une année compliquée. Il a fait pas mal d'erreurs pendant toute la saison sur son programme libre. Donc en gros, pas de miracle. C'est pas un programme libre horrible de la part de Grassel, mais on savait que de toute manière, il aurait du mal à jouer avec le Kazakh. Donc Grassel quatrième, passe Adam Xiao Imfa. Grassel fait pas un programme horrible, hein. Il y a une ou deux erreurs, il y a une ou deux imperfections. À ce moment-là, on est sur une soirée de patinage plutôt de très très haut niveau. Il n'y a pas eu d'énormes ratés. En gros, Kevin Emos qui est tombé, mais il tombe régulièrement sur cet élément-là. Donc on savait que ça allait être plus compliqué sur son programme libre, mais il n'y a pas d'énormes cagades. Et alors, les trois derniers, ça a été, mais alors, extrêmement difficile. On commence avec Adam Xiao Imfa, qui je rappelle donc avait 10 points d'avance sur le Kazakh. Premier saut, il le foire. Là, je me suis dit à ce moment-là, allez, c'est une Brian Joubert, parce que Brian Joubert avait fait ça une année. Donc ensuite derrière, dès le premier saut, tu le foires, tu tombes sur les fesses. Derrière, après, catastrophe, hein, il en met pas une dedans. Donc ensuite arrive le japonais, donc Kagiyama. Là encore, programme. Alors lui, il a eu du cul, Kagiyama, parce que sa médaille, elle tient sur un fil. Il y a 2 fois, je me suis dit, à la réception, il est sur les fesses. Mais vraiment, il part limite en... Le corps est pas droit, il est complètement tordu. Normalement, quand il est complètement tordu, il y a les fesses qui entraînent, voilà, qui font la bascule. Il y a un moment, en plus, je me suis dit, il a eu un cul monumental. Il arrive quasiment sur la tranche, comme ça. Il arrive vraiment le pied complètement, la cheville complètement cassée, quasiment. Il tombe pas, mais il y a beaucoup d'anomalies dans son programme, donc il perd beaucoup de points. Il ne passe pas devant le Kazakh. On arrive donc au match pour la médaille d'or. Mais je rappelle qu'à ce moment-là, Malinine, il a 16 points d'avance quasiment. 15 points sur Shedorov. Alors on va dire. 107 contre 92. Voilà. Donc à ce moment-là, normalement, Malinine, 17 points, faut aller les perdre. Hein. Et alors là, extinction. Alors c'est fou parce que, début de programme, contrairement à Adam Xiao Imfa qui rate complètement le début de programme, et normalement quand tu rates le premier saut, après derrière, c'est très dur de se remettre dedans, parce que tu sais que tu as perdu des points et tu cogites dans la tête. Tu as des pensées parasites, comme au biathlon. Malinine, il rate pas le premier saut. Il rate pas le deuxième saut. C'est quand il va vouloir tenter le quadruple axel qui va se transformer en simple axel au final. Derrière, extinction, il n'y a plus rien qui passe. Mais plus rien. Et catastrophe.
Alors j'ai appris que sur France 2, moi j'ai regardé sur HBO, dès le départ, je sais qu'il va pas aller choper la médaille, il y a trop d'erreurs. Il pouvait faire 2 erreurs, mais là il en fait au moins 5 ou 6 dans le même programme, donc je savais que c'était la cata complète pour Malinine. J'ai appris que sur France 2, ils ont dit ils croyaient toujours à la médaille après le passage de l'américain. Je sais pas à quel moment ils se sont dit ça, c'était catastrophique. Enfin malheureusement c'était catastrophique pour Malinine. Je pense qu'il s'est mis trop la pression lui-même en plus. Et le fait qu'il y ait eu 2 jours de trou entre court et libre, ça a énormément joué, hein. Parce que pendant 2 jours, il savait qu'il avait de grandes chances d'aller récupérer la médaille d'or, comme Ada Xiao Imfa savait qu'il était en ballottage très favorable pour la médaille de bronze. Et je pense que ça les a complètement retournés mentalement, ces 2 jours de trou, dû au fait que la patinoire qui sert pour le patinage artistique, sur ces jeux, sert également pour le short track. Donc en gros, voilà, au niveau du programme, on a étalé patinage, short track, un petit peu tous les soirs. Et ces 2 jours de trou, je pense, l'ont fait complètement craquer, voilà, Malinine. Et il finit avec une 15e place sur ce programme libre. Il n'avait pas perdu depuis 2023 en France. Donc c'était une éternité, ça a été un échec complet. Voilà, il est complètement passé à côté. Et Grassel, donc, qui était 4e du programme court, finit 8e. Adam Siaouimfa fait 12e du programme libre, hein. On a rarement vu comme ça des écarts aussi importants entre programme court et programme libre. Le russe, par exemple, qui s'est foiré sur le programme court, il a réussi son programme libre. Gogolev, pareil, le Canadien. Il y a eu vraiment des gros écarts entre programme libre et programme court dans cette compétition. Donc ça a été très intéressant à suivre et un beau suspense. Ça a fait vraiment au niveau des notes, ça a été un très très beau. Enfin voilà, c'était vraiment toute la magie du sport. Voilà. Du côté de cette compétition de patinage, il y avait du snowboard halfpipe. Le titre pour le japonais Yuko Totsuka devant Scotty James et Ryusei Yamada. J'ai l'impression que le halfpipe, alors je sais pas si ça a été beaucoup suivi aux États-Unis, mais alors j'ai l'impression qu'en France, tout le monde s'en foutait, hein. Vraiment, c'est passé vraiment pendant le journal, mais ça n'a pas passionné les foules, j'ai l'impression. Le skeleton, Mats Weston, qui remporte le titre devant les Allemands, hein. Il a réussi à battre Axel Jung et Christopher Gruter. Belle médaille pour l'Empire britannique, pour les Anglais, pour la Grande-Bretagne, voilà, plutôt. Et puis donc aujourd'hui, eh bien, il y avait, bon, du curling ce matin, mais il y avait surtout du ski alpin et du ski de boss. Ça n'est pas passé pour nos Françaises en ski de boss. On n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé pour Perrine Lafont. À la fois en demi, je crois, à la fois en petite finale. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc Jacquard Anthony qui avait s'était raté sur l'épreuve en individuel classique, on va dire, a réussi à remporter cette épreuve en double devant les Américaines Jaline Kauf et Elisabeth Lemley. En ski de fond, c'est pas les Suédoises qui se sont imposées, une grosse chute d'une des Suédoises qui a permis aux Norvégiennes de s'imposer. La Finlande finit 3e, la France 9e sur cette épreuve. Et puis en ski alpin, eh bien la première médaille de l'histoire du Brésil. Le bon choix pour Lucas Pinheiro Bratton qui avait mis une branlée à tout le monde après la première manche en partant d'Ossard 1. La neige qui a énormément travaillé. Et Marco Odermatt qui prend encore une médaille devant Loïc Meillard, les Français. 6e pour notre... Ça va s'afficher, voilà. 6e pour Léo Angno. Plus, bon, voilà, qui a un peu subi la pression, je pense, en deuxième manche. Par contre, pour les autres Français, ça a été beaucoup plus compliqué, notamment pour... Alors attendez, ça va descendre, ça met du temps, dis donc, à s'afficher. Le site est pas des plus rapides, mais ça a été très compliqué pour Elesi Canaferina, voilà, qui s'est complètement raté, fini à 5 secondes de Bratton.
Donc voilà, il est passé vraiment complètement à côté. Voilà, notre Français qui traverse des jeux compliqués. Et puis, je crois qu'on a fait le tour du côté des jeux, du côté des résultats. Voilà, le biathlon. La poursuite par équipe, tiens, on va regarder ça en patinage. On a passé le premier tour. C'était les quarts de finale femmes avec la France qui n'était pas dans cette compétition. C'est en patinage de vitesse, mais on n'était pas... ouais, on n'était pas dans cette compétition, voilà. Je croyais qu'on était dans cette compétition en patinage de vitesse. On est chez les garçons par contre, hein, en poursuite, normalement, hein, du côté du patinage de vitesse où il y avait le 500 mètres. Et c'est Jordan Stolz qui s'impose devant Jenning de Bod et Laurent Dubreuil, le Canadien, qui prend encore une médaille de bronze. Ça fait plusieurs fois qu'il est médaillé aux Jeux Olympiques. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Sinon, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!